On m'a demandé de vous adresser la parole brièvement. Puis on m'a dit, donnez-moi les 5 leçons que vous avez apprises comme dirigeant. J'étais très content parce que quand on me demande les 5 erreurs, je ne peux pas dire en 5 minutes. C'est plus long que ça. Alors, j'ai résumé ça, les 5 grandes leçons que j'ai pu prendre dans ma carrière de dirigeant. La première leçon que j'ai apprise, c'est « Business is people ». Lorsque j'ai été rapidement, je suis rentré chez Rona à 22 ans. À 23 ans, j'ai eu la chance d'être nommé directeur des services qu'on offrait à nos marchands détaillants. Alors, c'était ma première expérience. Je me suis retrouvé avec 20 employés sous ma charge. Et je me souviens que ma première mission, c'était de convaincre une équipe d'étalagistes. Les étalagistes, c'est les gens qui font des installations dans les magasins, les étalagistes d'aller travailler la fin de semaine des Patriotes, donc le long congé de 3 jours. Et moi, dans toute ma flamme et toute mon énergie de 23 ans de directeur, j'avais un beau projet d'aller terminer un magasin pour la fin de semaine. Et je me souviens qu'ils étaient tous appuyés sur le mur comme ça, ils étaient en rangée. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis là, je vantais, puis il y a quelqu'un qui a dit non. Oui, mais c'est parce que vous ne comprenez pas, on a un client, il faut satisfaire notre client. Non. Et après le 3e non, il a rajouté « Si tu n'es pas content, tu nous mets dehors ». J'avais probablement manqué le cours où on expliquait quoi faire avec des employés qui nous disent « Si tu n'es pas content, manquer dehors ». Mais j'ai appris une chose, ma première leçon comme gestionnaire, c'était que l'aspect le plus complexe à gérer dans les entreprises serait probablement l'aspect humain. Et ça m'a toujours servi. Ma deuxième expérience me dit qui me fait croire que business is people, et ce qui est ma première leçon et la plus importante, c'est lorsque j'ai été nommé président à 35 ans, dans un contexte où on est de la récession de 90, ça va très mal, la situation financière de l'entreprise est précaire, je ne peux pas engager de consultants de grandes firmes, on n'a pas les ressources financières pour faire ça. Et j'ai eu cette espèce de reprendre une vieille idée, mais de la mettre à la source du jour, c'était de rencontrer 10 employés par semaine, 10 à 15 employés par semaine, et d'échanger avec eux, puis essayer de leur faire demander qu'ils me donnent les solutions qu'ils voyaient pour améliorer la situation de l'entreprise. Et donc, j'avais rencontré les 475 employés en petits groupes, à prendre leurs suggestions, tester chacune des suggestions, même si les cadres me disaient « ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera pas ». Non, non, vous testez les décisions. Et après la première année, on avait accumulé 250 suggestions qui nous avaient permis qu'on avait mis en place et qui nous permettent des économies récurrentes de 2,5 millions par année. Alors là, j'ai appris ma deuxième grande leçon, c'est que quand on fait participer les employés, quand ils prennent part aux décisions, ils ont des... c'est la première ressource qu'il faut tenir compte là, pour trouver des solutions dans l'entreprise. Ça a développé pour moi ces deux aspects-là, l'aspect de la complexité de gérer des personnes et le fait que ces personnes-là aussi sont des sources importantes de trouver des solutions. Ça a géré que j'ai développé probablement une passion, pas probablement, j'ai une passion pour les personnes, évidemment pour les employés de cette organisation-là, pour ses clients, pour ses partenaires. Et j'en suis convaincu que le seul actif stratégique d'une organisation, c'est les personnes, c'est les êtres humains qui y travaillent. Et ça, je pense que ça a teinté ma façon de gérer dans l'organisation. Ça a aussi teinté la culture de l'organisation, je pense, de façon relativement positive. Ma deuxième leçon, et je pense qu'un programme comme celui-là va aussi vous permettre de vous... de tirer profit de cette leçon-là, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à savoir s'entourer. Et je pense que si on apprend à bien se connaître, on est capable de bien s'entourer. Laurent Lapierre, qui est un professeur honoraire, c'est ce qu'on dit, ou émérite sûrement au HEC, a écrit un petit bouquin, si jamais vous avez la chance de mettre la main dessus, qui s'appelle « On gère comme on est ». Et je pense que c'est important comme gestionnaire. Pour moi, c'était bien important d'apprendre à me connaître, à savoir mes forces, mes faiblesses, mes limites, mon potentiel, mon terrain de jeu, et ma volonté aussi de grandir, d'évoluer et de constamment vouloir me dépasser. Donc, apprendre à bien saisir qui on est, ça m'a aidé à choisir aussi ou à définir ce qui était ma passion et de définir mieux mes rêves. En entreprise, on va appeler ça une vision.
Je dirais que des fois, lorsque je m'adresse à des étudiants, je pense souvent à dire qu'est-ce qu'est ton brand, parce que c'est la mode, là. C'est quoi le brand de l'entreprise, c'est quoi l'âme, mais c'est quoi ton brand personnel? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi lorsqu'on parle de Réal Jacob ou de Pascal Alain ou de Robert Dutton? Qu'est-ce qui caractérise ton brand personnel? Donc, de bien être capable de définir cette... et surtout, ça m'a amené à bien me connaître et à savoir m'entourer, ça m'a amené à définir une éthique personnelle et les valeurs qui lorsqu'elles sont bien intégrées, deviennent ce que j'appelle des non négociables. Entre vous et moi, j'aime pas beaucoup le nom de valeur parce que je trouve que c'est tellement galvaudé et ça l'a... c'est rendu avec une notion d'élasticité, les valeurs, tu sais. Alors, moi, je trouve que non négociable, ça dit ce que ça a à dire, ça se négocie pas. Alors, évidemment, lorsqu'on a bien se connaître, on connaît ses rêves, sa passion, je pense qu'on définit ou on développe des aptitudes au leadership. Il faut faire attention. Peu de personnes peuvent dire « moi, je suis un leader ». Ce n'est pas nous qui décidons d'être un leader ou non. C'est les autres autour de nous qui vont nous identifier comme un leader, une personne qui les inspire, qui ont envie de suivre dans leur trajet, qui ont envie de réaliser ses rêves, sa passion qu'ils ont vu auprès de ce leader-là. Ça provoque ou ça en amène à créer un leader ou une personne qui va donner aussi du sens aux gens. Si l'entreprise donne du sens aux gens, on en fait des workaholics. En passant, c'est une maladie mentale. On a plus donné du sens aux personnes afin qu'à leur tour, elles donnent du sens à la vie de l'entreprise. On est bien capable de les mobiliser dans la réalisation du plan d'affaires stratégique de cette organisation-là. J'ai appris que le savoir, c'est important, que le savoir-faire, c'est important, mais le plus important, c'est le savoir-être. Et surtout, maintenant, dans le contexte dans lequel on vit, il faut aussi savoir communiquer. Donc, j'étais, et je suis encore un grand fan, ou je dirais presque un obsédé de la communication. J'aime communiquer, j'aime rentrer en relation avec les gens, j'aime écouter, j'aime trouver les mots magiques qui vont faire que les gens vont être mobilisés, vont se sentir reconnus, vont sentir qu'ils sont une personne unique à l'intérieur de cette organisation-là. Alors, business is people, savoir bien se connaître pour être capable de bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, je fais toujours référence à deux proverbes qui sont contradictoires. Le premier, c'est, on va dire, qui s'assemble se ressemble. Et le deuxième, c'est les contraires s'attirent. Il me semble que ça n'a pas de sens. Mais ça a du sens quand on dit qui s'assemble se ressemble sur les valeurs, sur les non négociables. Les contraires s'attirent, c'est quand on connaît nos forces, on bâtit une équipe et nos faiblesses. On bâtit une équipe qui vient compenser pour les faiblesses que nous avons. Ma troisième leçon de gestionnaire que j'ai appris, c'est apprendre à développer sa vision de l'entreprise et surtout de la réaliser. Moi, j'aime être un livreur, de livrer la marchandise. Alors, évidemment, on va arriver à la capacité de définir une vision d'entreprise par une maîtrise, je dirais, intime des enjeux stratégiques et surtout une connaissance très, très profonde de l'environnement dans lequel opèrent les organisations. On oublie souvent ça. Les jeunes que je rencontre au bac ou à la maîtrise me disent « Comment vous avez fait pour grandir dans cette organisation-là? » Je ne le ferai pas ce matin. D'habitude, j'enlève mon jacket, je lève mes manches, ben, j'ai travaillé. Parce que oui, la nouvelle génération, il faut le rappeler. Et aussi, c'est d'avoir développé vraiment une passion pour l'environnement dans lequel l'organisation pour laquelle je travaillais vivait et avait à réaliser son mandat. Alors, évidemment, on va parler, vous connaissez, les visions, les objectifs, les priorités à court, à moyen, à long terme. Mais donner une vision, c'est d'abord avoir une connaissance, justement, de cette organisation-là. Il faut bien connaître votre organisation, bien connaître qui elle est, les personnes qui vont, les enjeux qu'elles ont, l'impact des parties prenantes sur l'organisation aussi, c'est important. La maîtrise de la vision de l'organisation, pour moi, ça signifie une connaissance exhaustive des leviers de création de valeur pour l'organisation. Déjà depuis plusieurs années, on vit dans un environnement où les changements technologiques et les effets ont un impact crucial sur l'organisation du travail et sur la société. On va vivre avec aussi un changement important dans la relève à l'intérieur des organisations.
c'est inévitable, la démographie est là. Au cours des prochaines années, vous allez avoir une nouvelle génération d'employés qui viennent s'installer. Je leur enseigne au bac en première année. Je ne vous en parlerai pas, pas vous faire peur. J'espère que les 2 prochaines années vont être très structurantes pour eux. Et je blague, il y en a, ils sont très bons, mais ils sont différents. Donc, ces deux aspects-là, l'aspect de la technologie, l'évolution des personnes. Mais en fait, vous savez, on parle parce que puis je suis HSC parce que je voulais être avec des jeunes, alors je suis comblé. Mais c'est une question qu'ils ont des valeurs différentes. J'entends ça souvent de la part de mes confrères baby boomers. Oui, ils ont des valeurs différentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ces valeurs-là. C'est juste qu'elles ne sont pas peut-être aussi développées que celles qu'on avait ou dans les mêmes créneaux que celles qu'on avait, mais elles sont présentes. Mais la technologie, cette nouvelle génération-là qui arrive, on aura des défis comme gestionnaire qui vont être extrêmement intéressants. Je pense que pour moi, j'ai vécu 35 ans dans une organisation, donc j'ai vu beaucoup de changements. Et je sais qu'on ne doit pas résister aux changements. Ils sont là, je pense que c'est la plus grande erreur. Il faut développer comme personne, comme gestionnaire, comme dirigeant, sa capacité d'adaptation et de travailler à rendre une organisation qui est flexible, audacieuse au changement sans devenir pour autant des girouettes. Ma 4e leçon, c'est la capacité de prendre des décisions. J'aimais prendre des décisions. J'ai grandi dans une culture d'entrepreneuriat. Moi, j'ai rentré dans une organisation qui était détenue par 350 entrepreneurs. J'ai vécu toute ma vie avec des entrepreneurs. Ça a beaucoup été ma façon d'être. Je pense qu'il y a plein de méthodes de savoir prendre des décisions, plein de nouveaux outils qu'on est capable de vous donner qui sont extrêmement valables. Mais il y a 2 aspects, par contre, quand on prend une décision qui est, à mon avis, inévitable, c'est le jugement et le courage. Le jugement pour distinguer l'essentiel de l'accessoire dans une situation, pour faire la différence à ce qu'on aimerait faire de ce qu'on devrait faire, pour distinguer les notions un peu démodées de bien et de mal, et en fait le courage ensuite de se mettre au service justement du bien, du devoir et de l'essentiel. Ça ne s'enseigne pas dans les écoles, mais ça s'acquiert au fil de la vie, au fil de nos expériences que nous vivons, sur lesquelles nous sommes capables, à force de réflexion, de tirer des leçons qui nourrissent justement ce jugement et ce courage. Et ça m'amène à la dernière leçon, qui est du temps pour réfléchir. On ne prend pas dans notre vie suffisamment de temps pour faire le point, pour faire des post-mortem, des retours en arrière, pour réfléchir, autant dans sa vie comme gestionnaire, dans sa vie personnelle, pour avoir nos impacts justement personnels, professionnels, sociaux, et aussi à l'intérieur de l'organisation. On est dans une organisation où les changements sont tellement rapides. On s'imagine toujours que plus on est capable de prendre des décisions rapides, plus meilleur on est, alors que la réalité est un peu différente. On met beaucoup d'importance sur l'intuition. D'ailleurs, je dis souvent, moi, l'intuition, c'est l'intelligence qui fait de l'excès de vitesse. Mais j'ai toujours cru qu'il fallait quand même vérifier avant la mise en application de ces intuitions-là. Intuition, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, prendre du temps pour réfléchir. Ça veut dire prendre du temps quand on a une réflexion, prendre le temps de consulter, d'écouter, d'évaluer, d'analyser. Ça ne veut pas dire que ça va c'est le corollaire de la 4e leçon, savoir prendre des décisions. Mais je pense que le temps est important. Et aussi du temps important pour réfléchir sur soi. J'ai pris dans ma vie, il y a 2 moments dans ma vie qui ont été importants comme personne, qui ont défini mon cheminement. C'est une période avant la trentaine, c'est dans les crises d'âge, donc un petit peu avant la trentaine, d'avoir pris 10 jours de retraite à 28 ans pour réfléchir sur ce quels étaient mes objectifs de vie personnelle, professionnelle et sociale. C'était le plus grand cadeau que je me suis fait parce que j'en arrivé à cette réflexion-là, à définir quelles étaient mes valeurs, quel était mon code d'éthique, ce qu'on appelait à l'époque plus un code moral. Puis ça a défini qu'est-ce que je voulais être
comme chef d'entreprise. D'ailleurs, quand je suis revenu, je suis allé voir le président, j'étais directeur, puis j'ai dit là, j'avais 28 ans, puis j'ai dit là, je suis vraiment prêt pour être vice-président. Alors moi, j'étais un milléno avant l'époque. Et quand il a pris un an pour me nommer vice-président, puis je trouvais qu'il avait perdu un an, en fait. Alors, aujourd'hui, j'ai un regard un peu différent avec l'expérience. Mais cette période-là, de prendre 10 jours à un moment donné pour faire le point, et j'ai fait pire que ça. À 42 ans, je me suis retiré 6 mois. J'étais quand même président de RONA. J'ai demandé un congé sabbatique pour réfléchir sur le sens de la vie, qu'est-ce que ça voulait dire. Et en passant, aller voir un conseil d'administration pour leur demander 6 mois pour réfléchir sur le sens de la vie. Leur première question, c'est combien tu veux? Alors, et leur deuxième réflexe, c'est de m'envoyer des cartes de psychiatre, de thérapie de groupe. Mais ce 6 mois-là, que j'ai fait il y a 20 ans, qui est juste à la veille de la super croissance de RONA, où on a multiplié notre chiffre d'affaires par 7 dans les 7 années qui ont suivi, ça a été aussi un moment important. Et je pense que lorsqu'on investit dans un programme dans lequel vous croyez actuellement, si vous êtes ici, si vous croyez sûrement investir, c'est du temps de qualité pour réfléchir. Vous allez être sorti de votre environnement de l'entreprise, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, autant au niveau de votre groupe, autant au niveau des personnes qui vont venir donner les cours ou les conférenciers. Ça va être un temps de qualité pour vous, pour réfléchir sur ce que sûrement vous voulez accomplir dans l'organisation, mais aussi, ce qui est le plus important, ce que vous voulez être. Alors, je vous souhaite de connaître, je dirais, cette grâce-là, et je vais être disponible après la rencontre pour répondre à vos questions. Merci de votre attention.